Merci beaucoup, merci beaucoup à tout le monde qui est là. Alors, je me levais ce matin et je me dis, mon Dieu, je ne suis pas un vrai beau samedi matin, moi c'est un samedi matin pareil. Qu'est-ce que je m'en viens faire ici? Je m'en viens partager avec vous une passion que j'ai pour vos enfants. Moi, je les vois une fois au 6 mois, une fois par année. Vous autres, vous êtes avec toute la journée. Vous avez toute mon admiration. Et j'espère qu'on essaie de vous aider le mieux possible et de vous soutenir le mieux possible. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment ça fonctionne un cœur. On parle de maladies neuromusculaires. Le cœur, c'est un muscle. Alors, ça fait partie, malheureusement, de l'évolution des maladies neuromusculaires à l'atteinte cardiaque. Il y a des petites choses un peu différentes. Et on va voir c'est quoi les outils qu'on a pour évaluer le cœur. Comment on traite ça quand il y a des choses à faire. Et je vais partager avec vous à la fin des résultats d'une recherche qu'on a fait récemment sur l'atteinte cardiaque dans les dystrophies musculaires de Duchenne. Alors, c'est possible que je m'enflamme un peu dans des choses trop scientifiques. Faites-moi signe, le docteur Fournier, on ne vous suit plus, là. Mais ça fait partie de ma passion, de ce que je suis. Mais soyez bienvenus si vous me perdez, là, puis on va revenir en arrière. Revenir sur au plancher des tâches. Alors, Pascal a parlé de la Dystrophie musculaire Canada qui font un travail extraordinaire. Je les remercie, puis je les remercie de m'avoir invité ici aujourd'hui. Mais je pense que je ne pouvais pas faire cette conférence-là sans parler d'une autre fondation qui est la Fondation ANCAR. Et si je peux faire des cliniques en cardiologie à la clinique des Marie-Antoinette, c'est parce qu'on a le support de la Fondation ANCAR. ANCAR, c'est la Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur. Il y a le travail que je fais auprès des enfants puis les adultes qui ont des dystrophies musculaires, c'est une très, très courte partie de mon travail, moi, de tous les jours. Moi, je suis une cardiologue, alors je m'occupe d'enfants qui sont nés avec des malformations cardiaques. Et ça, c'est hyper fréquent. Et ces enfants-là sont soutenus par une autre fondation qui s'appelle ANCAR. Et ANCAR permet de faire la clinique mobile de cardiologie pédiatrique. Alors, vous voyez arriver à la clinique dans ma petite vanne, puis dans ma petite vanne, j'ai l'appareil d'écho qui sert, c'est Joanne qui le transporte au moins, mais ça n'a pas d'importance, qui sert. Joanne, c'est la technicienne, vous la reconnaissez toutes, c'est elle qui fait les échos aux enfants, puis qui lui fait mal, qui chiale après. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas fine, vous le savez, c'est celle qui siffle, super bien, et qui vous montre des lasers sur l'écran de télé. Alors, la Fondation ANCAR a permis d'acheter l'appareil pour faire les cliniques mobiles. Puis ceux qui sont plus vieux, vous vous rappelez probablement qu'avant, l'appareil était beaucoup plus gros, pas mobile. Puis ça prenait une vanne pour transporter le ça. Fait que John puis moi, là, à 4 pattes, attaché l'appareil dans la grosse vanne. Puis là, maintenant, les choses sont miniaturisées. Alors, j'ai une voiture qui est un peu plus facile, puis l'appareil, on le transporte comme un ordinateur sur notre dos et on va le changer là, dans les mois à venir. Mais le fait qu'on ait eu ce support-là, ça nous a permis de mettre sur pied la clinique de cardiologie en Marie-Enfant. Avant, les patients ils venaient à Sainte-Justine. Vous allez tous à Sainte-Justine pour faire des examens et tout ça. C'est pas aussi simple de venir à Sainte-Justine, puis les corridors, puis les ascenseurs qu'à Marie-Enfant. C'est pas adapté partout à Sainte-Justine comparé à Marie-Enfant. Puis quand vous arriviez dans le cardio, là, je me rappelle, là, les grands garçons du champ, il n'y avait pas de personne, puis il n'y avait rien à faire. Puis là, c'est un zoo, la cardiologie à Sainte-Justine. Il y a 50 patients, tout ça. Alors, ça n'avait aucune praticabilité, c'était l'enfer. Donc, on a tout transféré ces activités-là à Marie-Enfant et c'est grâce à ANCAR. Donc, on les remercie beaucoup. Alors, le cœur, c'est une pompe. Une pompe qui envoie du sang partout dans notre corps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ça n'arrête jamais, jamais. On y pense même pas, puis elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On parle, mon cœur il s'est accéléré un peu, puis tantôt je m'assois, mon cœur va ralentir, on dort, notre cœur se calme, on s'excite, le gros lion vient nous manger, on part à courir, ben notre cœur va plus vite pour qu'on soit capable de pousser. Fait que tout ça, c'est contrôlé par un système électrique, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, sur lequel on n'a pas de contrôle. Alors, notre cerveau envoie des commandes électriques au cœur, au pacemaker du cœur, et là, le pacemaker du cœur reçoit cette électricité-là, puis la pompe en séquence, en réflexe cette électricité-là. Vous avez d'abord une activation électrique,
l'électricité est amenée au cœur, puis là, le cœur va pomper le sang, puis envoyer le sang partout dans notre corps. Puis pour qu'on fonctionne, puis qu'on soit capable de faire nos activités, ça prend une quantité minimale de sang à chaque battement de cœur. Ça dépend des gens. Quand on est petit, ben, ça en prend moins. Quand on est grand, ça en prend plus. Puis notre cœur il grandit à mesure qu'on vieillit. Mais il ne grandit pas tant que ça, mais il grandit quand même un peu. Et on dit toujours, juste pour vous donner une idée, notre cœur est à peu près de la grosseur de notre poing. Fait que c'est pas un organe si gros que ça qui envoie notre sang partout. Comme ça? Quand ton poing est fermé, c'est à peu près la grosseur de ton cœur. Fait que si vous avez le poing d'un enfant à côté du vôtre, vous allez voir que c'est pas une grosse différence. Puis là, à chaque battement de cœur, à peu près, le cœur éjecte, il y a du sang dans le cœur se vide d'à peu près la moitié. Fait que l'éjection du cœur, c'est à peu près la moitié de ce qu'il y a dans le cœur à chaque battement de cœur. Fait qu'on éjecte à peu près 50% de notre sang à chaque battement de cœur. Ça, c'est assez pour nous faire fonctionner. Alors, on va continuer sur la physiologie. Fait que le cœur, nos 4 cavités, le sang bleu, le sang souillé, le sang désoxygéné, arrive, ça marche pas ça, arrive de la tête, vous voyez la flèche en haut à gauche, par la veine cave supérieure. Alors, la veine cave supérieure reçoit du sang désoxygéné, du sang bleu, de notre tête puis de nos bras. Tout ça arrive à droite du cœur, s'en va dans l'oreillette droite, et le sang de nos jambes et de notre abdomen arrive au cœur par la veine cave inférieure. Fait qu'il y a 2 grosses veines qui reçoivent du sang désoxygéné. Ce sang-là s'en va dans l'oreillette droite, qui est comme une poche qui le reçoit. Puis là, tout se mélange ensemble. Quand la valve tricuspide s'ouvre et ce sang désoxygéné-là rentre dans le ventricule droit quand le cœur se laisse remplir, dans la phase de diastole qu'on appelle. Et après, le cœur se contracte, fait qu'en systole, envoie tout ce sang-là désoxygéné dans les poumons. Et là, il y a 2 artères pulmonaires, une à droite, une à gauche. Nos poumons vont changer ce sang désoxygéné-là en sang oxygéné, la respiration. Et ce sang-là est amené par 4 veines du côté gauche du cœur, les veines pulmonaires. Sur le dessin, il y en a juste 2 dessinées parce que les veines pulmonaires droites sont cachées en arrière du cœur. Là, c'est du sang rouge qui arrive dans l'oreillette gauche et qui s'en va dans le ventricule gauche, qui est la pompe principale du cœur, à travers la valve mitral, et pompe tout ce sang-là, comme j'ai dit tout à l'heure, 50% de ce qu'il y a dedans à chaque battement de cœur, dans la porte, qui est le gros vaisseau qui sort du cœur, qui est fait un peu comme une canne de bonbon. Et ça est envoyé partout dans notre corps, dans notre tête, nos bras, puis après l'abdomen, puis nos jambes. Et ça, c'est à chaque battement de cœur. Fait que le sang arrive dans les veines à droite. Fait que le sang arrive dans les veines à droite et à gauche en même temps. La valve mitrale, la valve tricuspide s'ouvre en même temps pendant la phase de relaxation du cœur à la diastole. Le sang s'en va dans les 2 ventricules et les 2 ventricules pompent en même temps le sang rouge dans la grande circulation et le sang bleu dans la circulation pulmonaire. La partie musclée du cœur, c'est surtout les ventricules. C'est ceux qui pompent, c'est ceux qui doivent éjecter le sang dans nos poumons, dans notre grosse circulation. Fait que c'est là que se trouve surtout le muscle du cœur. Le système électrique du cœur, il y en a une partie qui est ici en haut, le pacemaker normal du cœur, la partie du cœur qui va décider à quelle vitesse notre cœur va battre. Il est situé en haut. Les influx du système nerveux autonome arrivent ici. Et après, c'est transmis au ventricule. Puis ça passe juste dans le milieu du cœur par un petit fil dans le milieu. Puis après ça, ça s'en va partout entre les 2 ventricules. Fait que tout ça fonctionne ensemble en séquence. Comme les ventricules, c'est surtout là qu'est le muscle, puis qu'on parle de maladie musculaire, bien, quand on fait nos échos, puis quand on regarde les cœurs des enfants, bien, c'est toujours là qu'on regarde surtout, parce que la grande majorité du muscle est là. Puis la partie la plus importante, c'est pour pomper le sang dans la grande circulation. Fait qu'on demande au ventricule gauche de pomper le sang partout. Fait que c'est lui qu'on surveille surtout. Fait que quand je fais les échos, puis vous me posez la question,
quand je vous dis son cœur a grossi un peu, ben, ce que je veux dire, moi, c'est le ventricule gauche que j'ai mesuré qui est plus gros. Je n'ai pas mesuré les autres, parce que ça ne change rien. Oui, Martin. Le ventricule qui est un peu plus gros? Non, c'est quand tu as la dystrophie, puis que je dis, là, que je fais ton écho, puis je dis ton cœur qui est un petit peu plus gros, c'est la partie rouge qui va devenir un petit peu plus grosse. Sur le dessin, ils ont mis la partie bleue plus grosse que la partie rouge, mais c'est pas un bon dessin, je m'excuse, là. Mais normalement, la partie rouge est un peu plus grosse. Parce que la partie rouge, c'est ça qui envoie du sang partout, puis c'est ça qui maintient notre pression. Quand on prend la pression au bras, là, puis j'ai les 120 de pression, bien, le 120 de pression, là, c'est le cœur qui l'a généré, cette pression-là. Le 120 qu'on mesure au bras, il est exactement le même à l'intérieur du cœur. Puis dans le fond, moi, je mesure la pression-là, et ce que je veux savoir, c'est comment il force le cœur, puis quelle pression le cœur génère. Puis là, du côté des poumons, on a beaucoup moins de pression, on n'a pas besoin de pression pour envoyer le sang dans les poumons. Fait que du côté des poumons, la pression est à 25-30. Fait que le muscle du côté droit du cœur travaille beaucoup moins que le muscle du côté gauche du cœur, parce qu'il fonctionne à peu près à 25-30 mm de mercure, tandis que du côté gauche, il fonctionne à 100, 120, 130, 80 chez les plus petits. Là, encore une fois, les chiffres de pression vont en montant en fonction de l'âge. Fait que c'est pour ça qu'on surveille le ventricule gauche, parce que c'est lui qui travaille le plus, puis c'est lui qui doit générer la pression. Puis quand il n'est plus capable de pomper, et là, la pression s'effondre, puis là, on a tout ça à notre cerveau, puis là, on meurt. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Quand le cœur n'en peut plus, bien, il n'est plus capable d'envoyer du sang dans notre circulation, puis l'organe qui nous fait vivre, oui, le cœur nous fait vivre, mais c'est le cerveau qui commande tout. Quand on est, juste pour vous donner un exemple, pour imaginer ce que je viens de dire, vous avez, quand on est debout longtemps, il y a des gens qui vont perdre connaissance. Alors, moi, je ne suis pas susceptible à faire ça, je suis tout le temps debout, souvent debout, ça ne me dérange pas, mais vous voyez des gens, ils sont debout à l'armée, les cadets, puis ça tombe à terre, puis ça perd connaissance. Mais ce qui se passe, c'est que leur pression tombe trop, parce qu'ils ont trop de sang dans les jambes, puis il n'y a plus de sang dans le cœur. Fait que s'il n'y a plus de sang dans le cœur, ben, le cœur n'est plus capable d'en envoyer à la tête, il n'y a plus de pression parce qu'il n'y a plus assez de volume, puis là, il n'y en a plus dans le sang, c'est pour ça qu'on tombe. Alors, c'est pour ça que c'est important notre cœur. Il faut qu'il soit assez fort, pas trop non plus, la bonne force pour envoyer du sang avec une bonne pression partout dans notre corps, mais surtout à notre cerveau pour continuer à commander tout ça. Alors, ça va pour ça? Vous me suivez? Alors, quand vous venez en clinique, puis là, moi, on me demande comme cardiologue d'évaluer le cœur des enfants avec maladie neuromusculaire, ce que je fais, la première fois, je vous demande toujours comment ça va. Alors, c'est quoi les symptômes? Est-ce qu'il y a des symptômes qu'on va décrire? Fait qu'un symptôme, c'est quelque chose qu'on ressent. Est-ce qu'il y a des palpitations, des pertes de connaissance, des essoufflements, de l'édème? Tout ça, ça peut être des symptômes qu'on a qui nous disent qu'il y a quelque chose qui se passe pas au niveau du cœur. Ensuite, il peut y avoir des signes. Des signes, c'est ce qu'on voit à l'examen physique. Alors, des signes, ça peut être quand j'écoute le cœur. Fait que l'auscultation, je vais aller chercher des signes que le cœur ne fonctionne pas bien. Les infirmières prennent toujours les signes vitaux, la pression, la fréquence cardiaque. On peut aller jusqu'à prendre la fréquence respiratoire. Tout ça, c'est important parce que ça nous donne des indices comment le cœur fonctionne. Les enfants n'aiment pas ça, faire prendre leur pression parce que ça serre, ça fait mal. Mais pour moi, c'est un outil très, très important parce que ça me dit comment va son cœur et comment aussi il répond aux médicaments que j'ai prescrits. On reviendra en détail là-dessus. Et la pression aussi me dit comment ils sont l'état global, puis s'il y a des effets secondaires des médicaments hauts qui sont prescrits, comme la cortisone et tout ça. Fait que ça me prend une pression correcte, pas trop basse, parce que si elle est trop basse, le cœur ne marche pas, puis pas trop haute, parce que ça veut dire que son cœur il force trop. Puis c'est pas ça, on veut pas ça, parce que c'est un cœur qui est fragile. Il a le chaîne de la dystrophie dans le cœur, fait qu'on ne veut pas qu'il se fatigue. Ça, c'est aussi vrai pour n'importe quelle des dystrophies, que ce soit le Duchenne, le Becker, c'est vrai aussi pour les Steiner. Mais le Steiner n'est pas tout à fait la même maladie, fait que ça ne se manifeste pas tout à fait de la même façon que les Duchenne. Fait qu'une fois qu'on a posé les questions, qu'on a examiné, on ausculte, on fait les CG pour étudier l'électricité du cœur. Je vous dis que le cœur a un système électrique. L'écho, puis des fois, oh là, ils maïs, on demande des prises de sang spéciales.
Parce que le cœur, c'est un organe qui sécrète toutes sortes d'affaires, des hormones. J'ai jamais pris de prise de sang. Parce que c'est trop vieux. C'est quelque chose de plus nouveau dans le suivi des enfants cardiaques qu'on fait des prises de sang pour suivre le cœur. Fait que les plus jeunes en ont eu, mais toi, tu es rendu à Lucie Bruno, puis on les fait plus à Lucie, on les fait pas à Lucie Bruno. Parce que les prises de sang sont envoyées à Sainte-Justine. C'est un peu dans le cadre tu sais, je l'ai fait pour savoir si ça va m'être utile pour suivre vos enfants, puis si, en ayant ces résultats-là, je vais être capable d'être plus proactive et être au-devant, plutôt, c'est toujours ce qu'on veut, être au-devant plutôt que ramasser le coca, si je peux dire ça comme ça. Alors, les prises de sang, c'est une autre façon de suivre. Puis aussi, on a une panoplie d'examens à notre disponibilité, les cardiologues, pour suivre les problèmes de cœur, mais on ne passera pas là-dessus. Mais je voulais parler juste plus spécifiquement du Holter, qui est la fameuse cassette qui permet d'enregistrer les battements de cœur pendant 24 heures. Fait que là, c'est surtout utile pour les enfants qui ont Steiner, parce que c'est plus eux qui vont avoir des troubles d'électricité du cœur. Puis on a un disponible à Marie-Enfant qui a été payé justement par la Fondation Ancar, on l'utilise pour les enfants quand c'est nécessaire. Alors, il y a plein d'autres sortes de choses qui peuvent être faites, toutes sortes de scanners, des résonances magnétiques. Mais ça devient un peu aussi des outils de recherche, puis je ne suis pas sûre que ça change quoi que ce soit dans le quotidien. C'est pas évident de passer tous ces examens-là. À un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter. Alors, les symptômes, je l'ai dit, quand on questionne, quand on soupçonne que le cœur ne fonctionne pas bien, quels sont les symptômes qui peuvent être présents? De la fatigue, si on ne dort pas bien, si on perd du poids, si on est très essoufflé, incapable de faire d'efforts, les palpitations, si on se sent notre cœur battre trop vite, on est tranquille au repos, puis le cœur va vite, comme si on était en train de faire un effort. Perte de connaissance, on en a parlé tout à l'heure. À l'examen, on a parlé à quelle vitesse, fréquence cardiaque, à quelle vitesse bat notre cœur, c'est quoi la pression. Quand j'écoute avec mon stéthoscope, est-ce que j'entends le cœur bien régulier? Oups, il fait des petits coups. Est-ce que quand on écoute un cœur, on a toujours des entre les deux, on entend toujours boum, 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 boum. Et des fois, on entend des bruits supplémentaires, ça fait comme un galop, boum, 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 ça veut dire que le cœur ne marche pas bien. Des fois, ça me fait ça, des fois, puis c'est pas un examen. Qu'est-ce que ça te fait? Boum, 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 dans le condition de... Oui, bien ça, on peut, tout le monde, on a de la rythmie. Boum, 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 ça veut dire que tu sens un battement de cœur de trop. Puis tout le monde, notre cœur, c'est pas une machine, il est régulier, mais de temps en temps, il peut y avoir un petit boum, boum. Un petit boum, boum, de temps en temps, c'est pas grave. Ce qui, moi, m'inquiéterait, puis ce qu'il faut que vous me rapportiez quand on te voit, c'est que si le cœur fait boum, 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 alors que tu fais rien et tu es tranquille. C'est ça qu'il faut s'alarmer. Ensuite, quand on écoute, on peut entendre des souffles au cœur, et ça peut être un signe qu'il y a un problème sous-jacent. Et c'est comme ça que les enfants avec malformation cardiaque sont détectés, c'est ceux qui ont des souffles au cœur, c'est ça toute l'autre partie de mon travail que je fais. Si le cœur ne fonctionne plus, il ne sera pas capable de pomper du sang partout dans la circulation, fait qu'il va avoir un backlog de sang dans les poumons, puis on va l'entendre quand on va écouter les poumons, on va entendre qu'ils sont mouillés, qu'ils sont pleins de sang, c'est ça qu'on appelle des râles. Puis à l'extrême, quand le cœur n'est plus capable de fonctionner, le sang ne circule plus, puis on vient tout enfler. Vous avez tous vu des grands-papas, des grands-mamans, des adultes avec des grosses jambes, c'est souvent parce que leur cœur ne fonctionne plus bien. Alors, les signes vitaux, la photo est peut-être un peu plus floue, mais c'est Lise Brisson qui est l'infirmière qui fait la clinique avec moi à Lucie Bruno. Fait que pour les plus grands que je vois là-bas, Lise prend votre pression, vous la voyez avec moi à l'occasion. Et à Marie-Enfant, c'est Lucie Caron, vous connaissez toutes. Alors, Lucie a fait vos prises de sang. Ma tante Pic-Pic, puis c'est elle aussi qui prend les pressions. Des fois, c'est moi, je suis encore capable. Là, mais on fait ça tous en équipe. Et ça, c'est moi qui ausculte un cœur avec mon stéthoscope. Alors, premier test, l'électrocardiogramme. Alors, juste, des fois, je me souviens des images, c'est fun. Ça, c'est la première machine d'ECG qui a existé. Alors, c'est M. Eindhoven, qui est je pense qu'il venait de Hollande, qui a inventé l'électrocardiogramme. Ça, c'est lui dans sa machine. Fait que vous savez, les électrodes, les petits collants, hyper collants qu'on mettait, ben, ça n'existait pas dans le temps. C'est pas le fun, ça arrache la peau. Fait que là, ce qu'il faisait, il prenait des boquettes avec de l'eau. C'est comme ça qu'il était capable d'enregistrer l'activité électrique du cœur au début. Fait que c'est la première machine d'ECG. C'est sûr qu'aujourd'hui, ben, ça ressemble à ça. C'est plus, là, vous les voyez. Lise Bechkelden qui est fait à Lucie Bruno, puis Monique qui est fait à Marie-Enfant, je veux dire, puis Monique à Lucie Bruno. Alors, on a des petites
lignes comme ça qu'on imprime sur une feuille de papier, puis là, il monte ça. C'est toutes sortes de collants collés partout, puis regardez s'il est heureux pour faire face à son ECG. C'est pas si traumatisant que ça. Alors, cette partie-là de l'examen cardiaque nous permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur. Puis là, on regarde le tracé, fait qu'on voit à quelle vitesse va le cœur. Puis si ça se fait bien en séquence, comme j'ai dit, si ça arrive bien en haut, puis si c'est bien transmis en bas. Pour que les gens qui ont une petite inerte, c'est très, très, très important, puis on reviendra là-dessus après. Bien, pour tout le monde, là, mais pour eux, c'est spécifiquement ça que je recherche. Alors, l'électricité, elle arrive en haut, comme j'ai dit, elle est transmise dans les oreillettes, arrive dans le milieu du cœur, une partie qui s'appelle le nœud AV, traverse dans le milieu du cœur, puis là, elle est envoyée partout. Et ça génère des potentiels d'action en séquence. C'est ça, la somme de ces potentiels d'action-là, c'est ça qu'on a sur l'électrocardiogramme, l'activité des oreillettes au début et l'activité des ventricules à la suite et une phase de repos, de repolarisation. Fait qu'on doit toujours avoir en séquence petite bosse, grand crochet. C'est toujours ça que je vérifie, si les petites bosses sont là puis s'ils sont suivis par des grands crochets. Les petites bosses, ils ont-tu la bonne grosseur, la bonne forme, puis les grands crochets, ils sont-tu à la bonne place, puis la bonne grosseur, puis la bonne forme. C'est tout ce que je fais quand je regarde dans mon ECG, petite bosse, grand crochet. Alors, encore une fois, petite bosse, grand crochet, petite bosse, les oreillettes, on passe dans le nœud, un peu de frein du cœur, puis les grands crochets, puis après ça, le cœur se repose, reprend son potentiel d'action pour être prêt à recontracter au prochain battement de cœur. Et là, on met des électrodes partout, sur les bras et sur les jambes. Alors, on a besoin d'une électrode bras droit, bras gauche, jambe gauche. Puis la jambe droite, c'est le bras. Et ça nous permet de voir dans quel sens l'électricité du cœur va en fonction de ce qu'on analyse. Alors, on analyse toujours l'électricité qui va du bras droit au bras gauche, du bras droit à la jambe, du bras gauche à la jambe, puis là, ça nous donne l'axe électrique du cœur, ça nous donne des formes de petites bosses, de grands crochets, dépendant où on le regarde sur le tracé. Et c'est tout ça que je regarde pour dire si l'électricité passe dans le bon chemin dans le cœur du patient. Et aussi, on met des électrodes sur le thorax pour vraiment avoir l'électricité spécifique des chambres du cœur. Alors, celles qui sont à droite vont nous donner les activités électriques du cœur du côté droit du cœur, et celles à gauche, c'est les activités électriques du cœur du côté gauche. Fait que c'est ça qu'on regarde. C'est un ami qui a collé ses collants, hein? Il a plié ses yeux et son nez et sa bouche. Je pense qu'il faudrait que je te demande que tu me décides ses yeux, son nez et sa bouche. Mon dessin serait beaucoup plus beau. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, là. Merci de m'avoir montré mon erreur. Alors, sur les CG, ce que je regarde, c'est à quelle vitesse va le cœur, la fréquence. Est-ce que c'est un rythme normal? Est-ce que ma petite bosse est vraiment là et est-ce qu'elle a la bonne forme? Dans quel sens va descendre l'électricité? Est-ce que l'axe, c'est ça qu'on veut dire? Est-ce qu'elle descend vraiment comme elle devrait descendre comme ça? Ou par en haut? Parce que des fois, on peut voir ça chez les enfants qui ont cette alerte. Est-ce que ça prend beaucoup de temps de passer d'en haut en bas? Ou c'est dans le bon temps? Le frein du cœur, il est trop en train de freiner? Ensuite, le cœur, il est trop gros? Quand il vient gros parce qu'il est fatigué, les grands crochets vont être trop grands par rapport à l'âge de l'enfant. Puis enfin, dans la phase où le cœur se repose, est-ce qu'il est capable de se reposer normalement? Parce qu'un cœur fatigué, la phase de repolarisation n'est pas normale non plus. Puis quand c'est pas normal, c'est là qu'on peut se mettre à avoir toutes sortes de problèmes, puis les petits chatouilles, comme on a un peu les palpitations, puis les arythmies. Alors c'est tout ça que je regarde sur les CG du patient. Alors, puis il y en a toutes sortes de trucs, les docteurs, là, pour calculer à quelle vitesse le cœur bat. Fait qu'on a nos petites bosses, nos grands crochets. Puis là, je regarde la distance. Puis là, je suis capable de dire à quelle vitesse le cœur bat. Puis c'est tout standardisé, ça. La vitesse à laquelle le papier se déroule, les hauteurs, tout ça. Fait que ça nous permet d'interpréter nos ECG. Alors, c'est ça que ça a l'air sur le papier, quand le papier sort. Fait que ça, c'est les dérivations qu'on a vues des membres, là. Fait que D1, je vous ai dit, l'électricité entre les deux bras, ben, c'est sur cette ligne-là que je vais l'avoir. Ici, ça va être l'électricité du côté droit du cœur. Ici, ça va être l'électricité du
du côté gauche du cœur. Là, toutes ces lignes-là sont en séquence. Fait qu'on enregistre différentes places, mais tout en même temps. Puis là, ben, notre patient, il respire. Fait qu'il respire, son cœur va plus vite, il expire, son cœur ralentit, il respire, son cœur va plus vite. Fait que vous voyez que quand notre cœur est plus vite, les grands crochets sont plus proches, puis quand notre cœur est plus lent, les grands crochets sont plus loin. Parce que le papier, lui, il va toujours à la même vitesse. Fait que si notre cœur est plus lent, il va avoir moins souvent des crochets sur mon papier. Puis si mon cœur est plus vite, il va y avoir plus souvent des crochets. Alors c'est simple de même. Je voulais avoir une question. Je ne sais pas si ça rapporte pulmonaire ou au cœur. Des fois, tu as l'impression comme dans les sens. Oui, ça c'est plus pulmonaire, c'est de l'ascenseur, ça c'est plus peut-être même la pression. C'est les manques d'air. Oui, c'est ça, je pense que c'est plus je pense pas qu'on va sentir ça, que notre cœur il ralentit trop. Si notre cœur, ce qu'on pourrait sentir, c'est si notre cœur il manque beaucoup de coups, à un moment donné, il fait une pause, là, parce que ça peut arriver, ça existe des maladies, des fois on est obligé de mettre des pacemakers. Là, on peut venir étourdi, puis sur le point de perdre connaissance, puis venir tout mal, parce que là, si notre cœur ne pompe plus, on a une pression. Oui, il n'y a plus de pression, le cœur il ne va plus, il n'y a plus de pression, c'est simple de même. Quand l'enzyme troponine, oui. est élevée, des fois, ça peut être un signe, mais d'autres fois, ça peut être les muscles. Oui, tout à fait. Alors, là, on touche tout un autre secteur, la troponine. C'est une enzyme qui va être libérée par le cœur quand les cellules du cœur souffrent. Quand on fait un infarctus, c'est parce qu'on bouche les artères qui amènent le sang au muscle du cœur. Mais ça, c'est pas spécifique à quelqu'un qui a la dystrophie. À n'importe qui peut faire un infarctus. Puis quand quelqu'un bouche ses artères coronaires, bien là, il y a des parties du muscle de son cœur qui reçoivent plus de sang et qui souffrent. Comme si, si je vous mets un carreau là, autour de ton doigt, puis tu n'as plus de sang, mais tu as mal à ton doigt. Mais c'est pareil, le cœur, cette zone-là, elle a mal. Mais fait que là, on a une douleur, l'angine, puis les troponines montent. Puis l'enzyme du CK, ça n'a pas rapport. Bon, c'est ça. Alors, le CK, il y en a dans le cœur, les CK. OK? Ça, les CK, c'est les enzymes des muscles. Fait que tous les muscles partout, le muscle du cœur, les muscles en périphérie. Puis avant, au début, il mesurait juste les CK pour savoir si quelqu'un avait fait un infarctus. Mais il n'était pas capable de faire la différence. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui aurait fait un gros exercice, puis là, il y a une douleur. Mais y a-t-il une douleur parce que c'est ses muscles, la cage thoracique qui font mal, ou bien parce que c'est son cœur qui fait mal? Fait que les CK, ils n'étaient pas capables de faire la différence, c'est-tu des CK du cœur ou des CK des muscles. Fait que là, ils ont vu, il y a des CK MB pour le cœur. Là, ils sont peaufinés un peu, puis là, maintenant, ils font la troponine. Puis la troponine est encore plus spécifique pour le cœur que les CK. Fait que c'est un autre outil de plus qu'on a de savoir si le patient, c'est son cœur qui souffre ou c'est ses muscles ailleurs. Mais comme les gens ont des maladies neuromusculaires, bien, leurs muscles ils souffrent de partout parce qu'il manque le gène. Fait que là, c'est beaucoup plus difficile, ces gènes. L'oxygène qui ne transporte pas. Exactement. Fait que là, c'est plus difficile de savoir si c'est le muscle du cœur ou les muscles de la périphérie parce qu'ils ont une maladie des muscles. Mais heureusement, en tout cas, en pédiatrie, on ne voit pas ça des infarctus, hein? Fait que moi, je ne m'occupe pas de ça. Puis, chez les gens qui ont la dystrophie, c'est pas un problème. T'sais, ils ne sont pas plus à risque de faire des infarctus que le reste de la population. Puis, souvent, c'est des gens qui sont très bien suivis. Fait qu'on s'occupe, on espère qu'on s'occupe de vous autres, qu'on vous parce que avant l'homme qui trouve ma maladie. Il vous disait que c'était votre cœur. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai fait comme une fausse infarctus. Oui. Un faux signal. Oui, tout à fait. Mais souvent, même les tout petits on ne sait pas qui ont la dystrophie arrivent à l'hôpital, puis on fait une prise de sang de routine, puis on dit, coudard, leurs CK sont élevés. Voyons, qu'est-ce qu'il y a cet enfant-là? Puis là, on cherche, puis whoop, c'est comme ça qu'on trouve qu'ils ont la dystrophie. Mais tu sais, là, il faut qu'on soit allumés, nous autres les docteurs, pour quand on a des résultats qui ne sont pas normaux, de savoir c'est pourquoi, c'est comme ça qu'on trouve les maladies. Hein, on est des espèces de détectives. Et ça, ici, comment ils font pour savoir que tu as déjà fait un infarctus? Ah, OK. Alors, je vous ai dit qu'on voyait une petite bosse dans le crochet. Si vous regardez, là, subtilement ici, là,
Voyez-vous qu'avant le crochet, il y a une petite onde qui est négative. Un petit crochet par en bas. Quand on a fait des infarctus, on a des grands crochets par en bas. Des crochets plus longs que ça, plus larges que ça. C'est comme ça qu'on voit. On appelle ça une onde Q. Alors, c'est une zone du muscle du cœur qui est comme silencieuse parce qu'elle n'est plus capable de se contracter, parce qu'elle est comme morte. Puis ça se manifeste par une onde Q sur l'électrocardiogramme. C'est comme ça qu'on voit ça. Mais ça, c'est une autre conférence. Là. Vous n'allez pas me garder jusqu'à 3 heures après-midi. Non. Oui, Martin. Il y en a qui font mettre des pacemakers, attention. Oui, alors les pacemakers, c'est. Les bécailles n'ont pas de pacemaker, il y en a pas. Les bécailles, les Duchenne n'ont pas de pacemaker. Parce que ce type de dystrophie-là touche à peu près pas du tout le système électrique du cœur. Fait que ceux qui ont des pacemakers, c'est parce que leur système électrique ne fonctionne pas. Les pacemakers sont là pour traiter les problèmes d'électricité, non pas les problèmes de force de pompe du muscle du cœur. Fait que ceux qui ont des pacemakers, c'est les Steiner. Fait que moi, dans mon expérience, j'ai jamais proposé, jamais prescrit à un enfant qui avait une dystrophie bécaire ou Duchenne un pacemaker. Jamais. Mais les Steiner. Alors, Joanne qui fait vos échos, vous la reconnaissez, elle est moins blonde que ça à cette heure. Puis là, c'est notre fameux appareil d'écho portable. Et Marie-Enfant, Joanne qui fait un écho à notre amie. En même temps, je la connais. Tu la connais, mais c'est sûr, j'espère que tu connais Joanne, elle fait des échos tout le temps. Et ça, est-ce qu'on est capable de faire jouer une vidéo? Je ne sais pas si tu es capable d'aller sur mon ordi, puis vous allez le voir bouger, c'est le fun de voir ça. Fait que ça, c'est une image du cœur qu'on obtient avec l'échographie, et vous voyez bien les 4 cavités. Si tu vas en bas, la ligne apparaît-tu en haut, la ligne? Oui, je la vois d'ici. Tu peux les avancer, moi, juste sur la flèche à gauche, un petit peu plus à gauche. Fait que vous avez les 2 oreillettes, les 2 ventricules, mais comme on fait vos échos pendant qu'on est en vie, hein, ça ne donne rien de faire un écho une fois qu'on est mort, on voit ça bouger. Je vais juste essayer de faire fonctionner parce que c'est le fun. Désolée, quand on change de système, des fois ça ne marche pas. Mais là, ce qu'on voit quand il marche, c'est que le ventricule gauche, la pompe principale, on la voit bouger, OK? Puis on la voit se fermer. Fait que les 2 parois, là, on les voit s'approcher l'une à l'autre. Ça, moi je fais ça là, depuis quelques années. La partie gauche, c'est ça qu'ils appellent le myocarde, endocarde? Alors, le myocarde, c'est synonyme pour muscle du cœur. Myocarde, les docteurs ils aiment ça mettre des mots compliqués. On a ton l'air savant quand on met des mots compliqués. Fait que myocarde, c'est myo, c'est muscle, carde, c'est cœur. Alors, le myocarde, c'est le muscle du cœur. L'endocarde, c'est la peau à l'intérieur du muscle du cœur. Et l'épicarde, c'est la peau à l'extérieur du cœur. Fait que, dans le fond, de tout ce qu'on parle depuis tantôt, c'est du myocarde, le muscle du cœur. Fait qu'on dit on fait un infarctus du myocarde. Ça vient du grec, myo. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez d'autres questions, Martin? Oui, aussi quand commence à aller, on dirait quelqu'un qui va plus vite, on dirait. Alors, manger salé, ce que ça fait, c'est que le sel fait retenir de l'eau. Parce que le sel fait un appel d'eau. Parce que notre corps est programmé pour qu'à l'intérieur de nos cellules, on ait toujours la même quantité de sel. On est salé, mais pas trop. Et si on mange beaucoup de sel, pour pas que notre quantité de sel augmente dans nos cellules, notre organisme fait un appel d'eau à nos reins pour diluer ce sel-là. Fait que si l'appel d'eau, ça se fait dans notre circulation, fait que notre quantité de sang en circulation augmente. Fait que là, ça fait plus de sang au cœur à pomper. Fait que là, on fait forcer un peu plus notre cœur. Ça m'étonne que tu le sentes, là, que ton cœur force et que tu manges salé. Parce que des fois, c'est constant, c'est vrai, c'est pas toujours exactement pareil. C'est possible. Alors, c'est ça qu'on regarde, nous autres, on regarde le cœur battre. Puis
commence à contracter, puis ça fait tellement d'années qu'on voit ça, Joanne, puis moi, puis les cardiologues, qu'on est capable de dire « Oh, c'est parfait, la force de pompe est belle, tout ça », ou on est capable de dire « Oups, la force de pompe n'est pas à mon goût, l'image n'est pas à mon goût », on est capable de reconnaître des patterns d'image. Et tout ça, ça se mesure aussi. Alors, je vais passer au Steiner maintenant, une fois que je vous ai parlé comment on évalue le cœur, pour vous parler plus spécifiquement, c'est quoi les problèmes du cœur des jeunes qui ont les Steiner. Alors, c'est très fréquent, les Steiner, c'est la maladie neuromusculaire héréditaire la plus fréquente. Ça touche beaucoup de Canadiens français. Les Canadiens français, il y a quelques familles qui sont arrivées, fait qu'il y a eu beaucoup de mariages, d'inbreeding, fait qu'on a beaucoup de maladies spécifiques à nous autres, on appelle ça l'effet fondateur. Il est arrivé, je ne sais pas toi, un monsieur avec son gène, puis il l'a transmis pas à peu près. Fait que des Steiner, il y en a, puis il y en a beaucoup dans le coin du lac Saint-Jean, de Chicoutimi. C'est tellement important là-bas, ils ont des grosses cliniques. Les médecins qui travaillent là-bas, je pense à Dr Mathieu, qui est le neurologue là-bas, c'est des sommités mondiales qui ont une expérience extraordinaire avec ces maladies-là, parce qu'ils en voient beaucoup. Et comme n'importe quoi en médecine, si on est exposé comme médecin à beaucoup de patients avec les mêmes problèmes, c'est sûr qu'on se sent beaucoup plus à l'aise et puis qu'on devient meilleur à traiter ces gens-là. Si tu vois une personne une fois avec une maladie, tu te dis que c'est plus difficile au fait de toutes les innovations dans cette maladie-là. Alors, il existe 2 formes, on va passer là-dessus vite. Bon, pour la génétique, je vais passer. Alors, ces gens-là qui ont Steiner, il y en a, je pense, quelques-uns ici. Vous le savez, c'est une maladie qui atteint presque partout et qui atteint le cœur, mais d'habitude chez les plus vieux, très rarement chez les enfants. On les surveille, les enfants, mais ce n'est pas un problème si important que ça. Et leur système, leur maladie au niveau cœur, c'est vraiment leur système électrique du cœur qui ne fonctionne pas. Alors, eux, leur maladie, c'est comme si l'électricité qui est envoyée aux muscles, en périphérie, mais aux muscles du cœur, ne se rend pas. Fait qu'il y a un blocage au niveau de la plaque, la plaque de contact entre le système électrique et le système musculaire. C'est comme ça que se manifeste leur maladie musculaire en périphérie, mais au niveau cardiaque, ça se manifeste aussi de la même façon, puis leur électricité du cœur ralentit. Fait que leur cœur devient plus lent. Puis même à un moment donné, ils peuvent faire ce qu'on appelle des blocs. C'est-à-dire que l'électricité est amenée aux oreillettes, mais il n'est plus capable d'être transmise au ventricule. Fait que là, ils skippent des battements, ils manquent des battements. Ils peuvent aller jusqu'à perdre connaissance, ou ça peut même entraîner le décès. Alors, c'est chez ces gens-là qu'on prescrit des pacemakers pour justement que l'électricité puisse fonctionner, pour pas qu'ils manquent des battements de cœur. Moi, je connais qu'il y avait un Steiner dans ma classe, dans mon centre d'activité d'association. Et il est mort pour Pierre Pacemaker, puis il m'a opéré. Pourquoi? Dans ma classe, il est vieux. Il y avait un pacemaker qui est mort, qui n'était pas vieux. Non. Ben, on peut mourir de plein des choses. Je ne sais pas de quoi il est mort, je ne peux pas te répondre. Mais le pacemaker, le cœur arrêté, ouais, c'est ça. Des fois, peut-être que, tu sais, pour que le pacemaker fonctionne, il faut qu'il y ait quand même un muscle sous-jacent qui soit capable de répondre. Fait que là, il y a peut-être d'autres choses, mais le pacemaker, ça empêche de mourir, sinon on s'en ferait tout poser un matin, puis on ne ferait pas mourir. Il y en aurait 15 autour de moi, tu sais, fait que, il y avait plein des affaires qui marchaient là. Et, l'atteinte cardiaque, puis c'est peut-être rajouté, c'est vrai pour toutes les dystrophies, puis souvent, avant qu'on ait des symptômes, avant qu'on soit capable de dire « Ah, il se passe quelque chose, j'ai perdu connaissance, je suis trop essoufflée, je suis enflée », les symptômes d'atteinte cardiaque, ça prend du temps, ça, c'est subtil. C'est pour ça que c'est important d'aller chez le cardiologue, je vais en salade, de venir aux visites, parce que nous, on essaie d'être au-devant de ces problèmes-là, puis on sait c'est quoi qui peut arriver, fait qu'on fait les évaluations, qu'on prévient les problèmes. C'est pas le temps d'aller mettre un pacemaker si tu as perdu connaissance ou si tu es mort, il est trop tard. Fait qu'il faut mettre, puis si tu as perdu connaissance, puis tu as tellement une perte de connaissance longue que tu as manqué de sang au cerveau, puis tu te ramasses, puis tu es à moitié paralysé, ben il est trop tard. Fait que nous, notre rôle comme médecin, c'est de prévenir ça, puis de proposer le pacemaker, le médicament, peu importe, avant qu'il y ait eu des complications puis des symptômes. Puis la seule façon de le faire, c'est d'aller au rendez-vous puis de passer à travers ces examens-là, qui sont plates, à l'occasion, j'en conviens.
Chez les enfants, c'est pas un problème. Vous êtes là, les parents, vous voulez le meilleur pour vos enfants, c'est sûr, ça. Fait qu'on n'a pas de problème, vous les amenez, vos enfants, vous prenez vos rendez-vous, vous venez nous voir. Mais quand on arrive en médecine adulte, les plus grands sont peut-être ailleurs, mais les plus vieux, ben oui, on va à la cardiologue. Mon cœur, il va bien, fait qu'ils ne viennent plus nous voir. C'est moins important. C'est bien plus important d'avoir un bon fauteuil qui fonctionne bien, la maison adaptée, etc. Puis ça, j'en conviens. Fait que la cardiologue, elle passe bien en arrière de tout ça. Fait que c'est plus difficile, là, rendu chez l'adulte, de se convaincre ou de rester convaincu que les suivis cardiaques sont importants. OK, alors, comme j'ai dit que c'était des problèmes d'électricité du cœur, mais je vais les avoir sur les CG. Fait que vous voyez que la majorité des gens, avec leur suivi, vont avoir des anomalies à l'ECG. C'est des troubles de conduction avec des blocs, puis le cœur plus lent, la bradycardie. Fait que c'est ça qu'on voit chez les Steiner. Ils peuvent aussi avoir des arythmies où là, c'est le cœur qui bat plus vite. Alors, des tachycardies qu'on appelle des fibrillations. Et ça peut être chez un pourcentage de gens significatif. Fait que c'est comme si le système électrique du cœur est tellement tout croche qu'il est trop lent et en même temps trop vite. C'est des bouts trop lents, des bouts trop vite. Fait que pour les bouts trop lents, ben, c'est le pacemaker, mais pour les bouts trop vite, c'est les pilules. Puis peut-être que c'est ça qui est arrivé à ton ami. Il avait peut-être son pacemaker pour traiter ces problèmes-là, mais là, il a fait une arythmie rapide, puis là, son cœur était trop rapide, puis là, il n'a pas pu survivre. Ça va arriver des fois. Ben oui, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Oui, parce que si ton cœur va super rapidement, tu n'es pas capable d'envoyer assez de sang partout dans ton corps à chaque battement de cœur. Fait que tu es comme un peu en défaillance, tu manques de sang. Puis un des signes de la défaillance, c'est la transpiration. Fait que c'est possible, oui, d'avoir comme symptôme une transpiration excessive. Puis des fois, tu vois ça. Fait que c'est possible que ça soit ça. À ce moment-là, il faudrait qu'on puisse enregistrer ces battements de cœur pendant qu'ils transpirent beaucoup pour être sûr que c'est ça. Il y a beaucoup d'autres raisons qui peuvent nous faire transpirer. Tu sais, il fait chaud, on transpire. Et je pense que chez quelqu'un qui a le Steiner, si vous notez ça, ben, peut-être qu'il faut aller chercher ça. C'est pas sûr qu'on va trouver que c'est ça, mais c'est possible. Fait que c'est notre rôle d'aller le trouver et de le traiter si c'est ça. Si c'est pas ça, on traitera si c'est d'autres choses. Mais tout à fait, ça peut être un symptôme. OK. Et des fois, ces patients-là ont aussi des anomalies du muscle du cœur, mais c'est plus rare. Là, je vais flyer parce que je vois l'heure passer. Là, moi, je parle. Tu sais, je pense que j'aurais pu rester ici toute la journée. Fait que je m'excuse, je vais tout passer ça, mais juste vous montrer, tu sais, comment vous me demandiez, comment vous voyez ça sur les CG. Alors, chez ce patient-là qui a un bloc de branche, le grand crochet, vous voyez, il est plus haut, il est plus large. Ici, il est par en bas. Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'on voit sur les ECG, puis qu'on est capable de dire s'il se passe quelque chose dans leur électricité du cœur. Puis les ECG sont faits pour les Steiner annuellement. Fait que j'ai l'ECG, puis là, l'année d'après, ben, j'ai le prochain ECG, fait que je compare. Puis là, oups, ça a tout changé. Fait que là, ça veut dire que son électricité se détériore. Puis là, il faut que je m'occupe de ça. Fait que vous voyez là, les patterns qu'on peut voir là, de crochets un peu avec des oreilles de lapin, j'appelle ça. Là. Il y a des oreilles de lapin. C'est curieux que ça sorte dans quelques secondes. Oh, c'est magnifique. La technologie, là, elle est fascinante. Dans quelques secondes. Quelques secondes, tu es là, l'électricité, moi je regarde ça. Puis en plus, vous nous voyez les regarder, là, ça nous prend combien de temps de regarder un ECG? 2 secondes. On a tellement dans notre tête, là, on apprend tellement de pattern recognition qu'on devient hyper efficace. Là. Même que les machines d'ECG, elles sont programmées pour donner l'interprétation. Les ingénieurs ont mis ça. Les machines les lisent aussi, sauf qu'en pédiatrie, il ne faut pas se fier à ça. Mais quand même, c'est vraiment fascinant. Bon, alors on va passer tout ça, des gros crochets pas beaux, des cœurs plus lents. Hein? Vous vous rappelez de l'autre ECG que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il n'a pas souvent des grands crochets parce que le cœur a trop ralenti. Alors ici, c'est que je vous disais des fois que c'est les intervalles. Fait qu'on voit quand la petite bosse et le grand crochet, là, ils ne sont pas collés comme les
autres. Fait que là, c'est beaucoup plus long. Fait que c'est un autre signe que le système électrique fonctionne moins bien. Puis ici, il y en manque. Je vous disais, des fois, là, ça ne marche plus pas tout. Vous voyez la petite bosse, le grand crochet, le bout, ça prend du temps. Puis la petite bosse, ça se ramasse toute seule, il n'y a plus de grand crochet après. Ça veut dire que ça commence à aller vraiment mal dans le système électrique. OK. Puis les tachycardies, c'est souvent des circuits qui se font dans l'électricité du cœur. Puis l'électricité tourne soit autour des oreillettes, autour des ventricules, autour du nœud, du système de conduction, ou même à l'intérieur des ventricules. Fait que c'est toutes sortes de tachycardies qui peuvent survenir. On va passer vite tout ça aussi. Tous ces beaux dessins-là, malheureusement, le temps va trop vite. Et ça, c'est un ECG vraiment de quelqu'un qui a le Steiner, où on voit que c'est le même patient à 1 an d'intervalle. Fait que vous voyez très bien, comme moi ici, son grand crochet est un peu par en bas, mais regardez ici, il est rendu beaucoup plus large, beaucoup par en bas. Ça a vraiment évolué son problème. Alors, ce patient-là va être grave. On va lui recommander de faire mettre un pacemaker parce qu'on voit que son trouble électrique évolue, puis qu'on est inquiet que ça évolue encore pour qu'il puisse faire des pertes de connaissance. Ça a tout rapport au parasympathique. Ça, là, les troubles d'électricité chez Steiner, ça rapporte vraiment juste leur maladie dans le corps. Leur maladie, vraiment. Ça n'a pas rapport au parasympathique, non. Le parasympathique, ça, c'est plus ceux qui perdent connaissance ou tu te sens plus faible des fois. Quand tu dors, ton cœur ralentit, ça, c'est le parasympathique qui fait ça. Mais ça, c'est vraiment une maladie du système électrique. Oui, tout à fait. Alors, ces gens-là qui ont le Steiner, en plus des problèmes d'électricité, peuvent avoir aussi des problèmes de pompe du cœur. Alors, des fois, en vieillissant, mais pas chez les enfants, mais chez les adultes, des fois, leur force de pompe du cœur devient même fatiguée, la relaxation est fatiguée. Ils peuvent avoir des problèmes de valve. Et malheureusement, Martin nous le dit, il y a un ami qui a fait une mort subite. Alors, malheureusement, des fois, ça peut arriver. Alors, si on va passer là-dessus, mais on voit que si on regarde des grandes séries, parce que c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, nous autres, les docteurs. On essaie de voir globalement qu'est-ce qui arrive avec tous ces patients-là mis ensemble. Puis à partir de ces données-là, quand on est avec vous autres, puis votre enfant, ou que c'est vous le patient, là, on essaie d'appliquer ces données-là à vous spécifiquement. Fait que c'est pas parce qu'il écrit que l'âge moyen au décès est à 53 ans que votre enfant va mourir spécifiquement à 53 ans de son Steiner. C'est globalement des statistiques, mais ça nous aide à vous guider. Fait qu'on voit que chez les Steiner, quand même, il y a quand même une espérance de vie qui n'est pas la même que la population en général. Et beaucoup de ces problèmes-là viennent parce qu'ils ont des problèmes de cœur. Alors, c'est très important qu'ils soient suivis et pris en charge. Alors, ce qui est recommandé, c'est au moins faire les CG annuels. Là où le terre, c'est la cassette qui enregistre de 24 heures. Ça va dépendre des symptômes. Est-ce que vous me disiez tantôt quelqu'un qui a des palpitations ou des symptômes qui peuvent faire penser qu'il y a des problèmes d'arythmie, on va suggérer de faire longtemps. On fait des échos, mais pas à chaque visite au besoin. Et on va mettre le pacemaker. On a certaines indications. Mais j'ai écrit ici le mot controversé parce qu'on n'est pas sûr quand est-ce que c'est vraiment parfait. Je voudrais toujours les faire mettre la veille qu'il arrive un problème, mais je ne suis pas capable de trouver ça encore aujourd'hui, fait qu'on utilise nos outils au meilleur de notre connaissance. Et on peut même aller jusqu'à implanter ce qu'on appelle un défibrillateur. Un défibrillateur, c'est un pacemaker, mais un pacemaker qui va choquer le cœur si le cœur se met une arythmie, là, il se met à tout croche. On voit ça, là, quand quelqu'un est en arrêt, il parle. Mais ça s'implante des appareils comme ça pour les gens qui veulent faire des arythmies de ce type-là. OK, maintenant les Duchenne. Alors, c'est une maladie neuromusculaire qui est très fréquente. Et encore aujourd'hui, beaucoup de petits garçons qui ont ça. Alors, c'est une délétion du gène de la dystrophine qui se situe sur un des chromosomes X. Le chromosome X, c'est le chromosome de la maman. Mais ce n'est pas toujours la maman qui va avoir transmis la maladie à l'enfant. Des fois, l'enfant, c'est une mutation qui se fait, la maman n'a pas le gène. Malheureusement, l'enfant, quand il s'est formé, la délétion est arrivée. Alors, pour ce qui est de l'atteinte cardiaque, jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est à peu près jamais, en bas de 25%, puis
dans mon expérience à moi, si je mettais mes chiffres à moi, c'est beaucoup moins que ça. Par contre, plus on vieillit, ben, le cœur finit par être atteint. Et rendu à l'âge adulte, passé 18 ans, en tout cas certainement passé 25 ans, tous les garçons qui ont la dystrophie vont avoir quelque chose au cœur. Mais quelque chose au cœur, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de fonctionner, mais on voit quand même des atteintes cardiaques apparaître à l'âge adulte chez tout le monde. Qu'est-ce qu'on voit? Leur ECG n'est pas tout à fait normal, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Moi, je le vois quand on fait les ECG, mais ça ne change pas grand-chose. Ils ont tendance à avoir un cœur plus rapide. Fait que vous m'entendez dire en clinique, là, oh, ben, je trouve ton cœur un peu rapide, puis je rajoute des pilules pour ralentir le cœur. Ça fait, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a pas de logique pourquoi le cœur serait rapide dans la dystrophie, mais c'est quelque chose qu'on voit, puis on ne sait pas non plus si, parce que le cœur est plus rapide, ça a un impact. J'aime pas ça avoir un cœur rapide pour rien, fait que là, je vais prescrire des médicaments. C'est sûr que si l'enfant me dit, ben, je le sens rapide, ça m'achève, c'est sûr qu'on veut qu'il soit le mieux possible, on va lui prescrire les médicaments. Mais on ne sait pas non plus si le fait de ralentir, je vais l'aider. Mais on le voit. Fait que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas non plus. Du niveau de l'électricité, il peut y avoir des troubles du rythme, là, jusqu'au décès subi, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment pas la norme dans le chêne. Fait qu'oubliez ce que j'ai écrit là. Ce qu'on voit chez les garçons qui ont du chêne, c'est vraiment le muscle du cœur qui n'est plus capable de pomper. Fait que là, le sang arrive dans le cœur. Si votre muscle est trop faible, ben, il se laisse remplir comme une balloune, puis là, il devient plus gros. Fait que le ventricule gauche qu'on a vu, le muscle s'amincit, puis là, le muscle grossit. Et là, l'éjection du cœur, qu'on mesure à l'écho, la fraction d'éjection, je vous ai dit tout à l'heure, une normale, c'est autour de 50%. À chaque battement de cœur, le cœur éjecte 50% de ce qu'il a reçu. Mais là, on voit baisser ces chiffres-là de fraction d'éjection. Fait qu'on dit qu'une atteinte légère, c'est quand notre fraction d'éjection est à peu près de 45 à 55%, modérée dans les 40 à 45%. Puis quand on est en bas de 35, entre certains, ça commence à être sévère. Et par contre, peut-être certains vont me dire, oui, mais vous me dites, des fois vous me dites qu'il est en bas de 28, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'il y a différentes façons de mesurer ces chiffres-là, puis avec le type d'écho qu'on fait, nous autres, on mesure ce qu'on appelle la fraction de raccourcissement et non pas la fraction d'éjection. Puis notre valeur normale à nous autres, c'est entre 28 et 40. Fait que c'est une autre façon d'exprimer la même chose, mais d'autres types de chiffres. Alors, pour vous qu'on sache qu'on mesure, puis c'est quoi les normales. Fait que pour nous, quand ça commence à descendre en bas de 28, là, on a vraiment, au niveau, puis il commence à y avoir un petit peu d'atteinte cardiaque. Et on peut faire des échos beaucoup plus flyés pour trouver ça. Et classiquement, la première portion du muscle du cœur, ça va être cette portion-là qui va être atteinte. Alors, le reste va bien pomper. Puis là, au début, on voit cette partie-là, quand on regarde nos échos, là, comme je vous l'ai fait exactement la même image que je vous ai montrée sur l'écho tout à l'heure, on voit cette partie-là du cœur qui fonctionne moins bien. Pourquoi c'est ça qui commence à être atteint? Personne ne sait. Mais c'est ce qu'on voit sur l'écran classique. Parce que c'est là que ça transmet le plus? Non, pas vraiment. Non, pas du tout, parce que ça force là aussi, puis ça force pas mal dans le septum. Fait que je pense que les gens n'ont jamais été capables de trouver la réponse, mais c'est vraiment là qu'on le voit. La bécaire, c'est pareil? C'est pareil. La bécaire, c'est pareil comme la Duchenne, sauf que tout arrive plus tard. Okay? Ça prend plus de temps. C'est d'avoir la tête du cœur, on marche plus longtemps, moins vite en chaise roulante, mais c'est pareil. Fait que comment on diagnostique ça? Bon, les ECG, les échos, on peut faire des résonances, la médecine nucléaire, les fameuses prises de sang. Là, moi, j'ai fini, là. Les ECG, je veux juste... bon, la vidéo ne marchera pas, mais quand je mesure, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est les fameuses lasagnes de Joanne. Alors, on met une ligne dans le milieu du cœur, puis on voit le cœur se contracter. Là, il se relaxe, puis là, il se contracte. Fait qu'on voit les deux parois qui se rapprochent l'une de l'autre. C'est comme ça qu'on mesure la force de pompe du cœur. Fait que lui, il est à 32, fait que c'est correct. Puis là, lui, c'est un enfant qui est malade. Puis vous voyez, la distance est beaucoup plus grande, puis les deux ne se rapprochent pas du tout. OK. Juste un petit mot vite. Les mamans qui sont porteuses du gène peuvent
mais exceptionnellement avoir des problèmes de cœur. Alors, il est recommandé qu'elle soit vue aux 5 ans à partir de l'âge de 16 ans. Certains recommandent. D'habitude, quand vous venez en clinique, je vous demande aux mamans qui vous gênent, puis je vous réfère en cardiologie adulte. Par contre, les bonnes nouvelles, c'est bien d'avoir une maman en santé, mais ça ne touche pas la espérance de vie. Alors, les médicaments, on veut diminuer le travail du cœur, fait qu'on donne des médicaments qui dilatent les vaisseaux, font baisser un peu la pression, fait que moins de travail au cœur, on a toutes sortes d'autres médicaments. Et récemment, on a utilisé toute notre expérience à Marie-Enfant, fait qu'on a publié nos recherches, ça vient de sortir là, au mois de mars 2013. Et ce qu'on a regardé, c'est au-dessus de 80 garçons qui ont été suivis à Marie-Enfant et à Lucie Bruno, pour on a regardé qu'est-ce qui arrive avec leur fonction cardiaque. Et ce qu'on a trouvé de façon très significative, les stéroïdes, des flazacars ou prednisone, peu importe, ont un impact majeur pour diminuer la mortalité et l'atteinte cardiaque chez les garçons avec dystrophie musculaire. Et ça, c'était quelque chose qui était dans la littérature, qu'on savait, mais nos chiffres sont outstanding, sont tellement bons, nos chiffres, que ça a été accepté dans une revue. Et pour nous autres, là, quand on fait des projets de recherche et qu'on publie, là, le Journal of American College of Cardiology, c'est quelque chose de vraiment un gros journal là, avec un facteur d'impact. Puis je suis allée à un congrès récemment, puis tout le monde disait « Oh, les gens de Montréal ont trouvé ça, puis les gens de Montréal ont trouvé ça, puis c'est important. » Fait que ça, là, je vous remercie tous vous autres, là, les garçons, puis j'en vois plein, puis les familles. Ça, là, ce que ça veut dire, c'est que j'ai pris toutes vos visites, là, puis toutes vos données de toutes vos visites, quand vous avez vos échos 6 mois, là, puis ça vous dit le cœur, puis ça fait mal, le thorax. J'ai tout mis ça ensemble. Puis là, j'ai été capable de dire aux gens que ce qu'on faisait à Sainte-Justine, la façon dont on traite nos enfants, puis je vois Dr. Blanchot en arrière, là, les neurologues qui commencent les stéroïdes jeunes, puis là, vous autres, vous vivez avec les effets secondaires, l'enfant qui a faim, qui grandit moins vite, puis bon, vous les connaissez, là, je ne passerai pas là-dessus, mais au bout de la ligne, pour ce qui est de l'atteinte cardiaque dans notre corps de malade, ça a un impact significatif au niveau de la mortalité, puis au niveau de l'atteinte cardiaque. Fait qu'on est très fiers de ça. Fait que là, c'est toutes les données de notre étude, on va passer là-dessus parce que le temps file. Mais juste pour vous montrer comment on monte ça, vous avez notre groupe de garçons qui prennent des stéroïdes. Ça, c'est le pourcentage qui sont encore vivants avec plus que 15 ans de suivi. 90% des garçons qui prennent des stéroïdes, après 15 ans que moi je les ai suivis, sont encore en vie. Et ceux qui n'ont pas pris de stéroïdes, j'en ai juste 30% qui sont en vie. Fait que cette différence-là, là, elle est extraordinaire. Oui, Martin? C'est important d'écouter une médecin sur ce qu'on dit. C'est ça, Martin. Quand on vous dit de faire quelque chose, c'est important. Même si c'est plate de prendre. Oui. Même si c'est plate de prendre des pilules. C'est ça, les gars. C'est plate de prendre des pilules. Mais regardez, là. Alors, on veut tout vivre, hein. On veut vivre bien. C'est qu'on veut vivre avec un cancer. Mais c'est normal qu'il diminue la dose, moi. Oui, ben c'est sûr qu'en vieillissant, par contre, là, à un moment donné, est-ce que cet effet protecteur-là, il va être bon jusqu'à 60 ans? On ne le sait pas. Mais parce que nos garçons, ils ont 25, ils ont 30 ans. Là. Fait que passer ça, est-ce qu'à un moment donné, on a gagné tout ce qu'on pouvait gagner? On ne le sait pas. Mais pour cette côte-là, dans les âges que moi j'ai suivis, c'était significatif. Oui, Martin? Le fait d'écouter le médecin qui prend les stéroïdes pour vivre plus tard. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, ce que Martin a dit, là, le fait de prendre vos stéroïdes puis d'écouter le docteur quand vous dit de les prendre, ben, vous allez vivre plus vieux, fait que vous allez achaler vos parents plus longtemps. OK, parce qu'on ne comprenait pas, je ne pensais pas que c'était pour ça. Fait que, par contre, je ne veux pas non plus que, tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on présente des choses comme ça, c'est un groupe de patients et un groupe de malades. Ces données-là, il faut par contre qu'on les applique à vous personnellement dans votre quotidien puisque vous êtes. Fait que, tu sais, il y a peut-être des enfants ici qui n'en prennent pas de stéroïdes. Puis il y a toutes sortes de bonnes raisons aussi, certains garçons ne peuvent pas prendre le stéroïde. Fait que là, je ne veux pas que vous sortiez de la salle et vous dites « Oh ben là, je vais tuer mon enfant, il va mourir de cœur fournier, elle nous a dit que les stéroïdes, c'était majeur. » Non, il y a d'autres choses aussi, puis il y a d'autres choses qui doivent être prises en considération. Alors, quand on présente ces études-là, c'est une étude qui est globale. Après ça, on prend ces données-là et on les applique spécifiquement à votre enfant et à votre famille. Bon. Alors, voilà. Ben, merci beaucoup.